Bonsoir, mesdames et messieurs. Alexandre Baudouin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à cette autre édition de Sport Express. Salut François. Salut Alex. Hey François, j'ai amené mon ukulélé, Ouais. qui n'est pas accordé vraiment. Tu vas nous jouer une petite toune, j'espère? Non, mais en fait, je pourrais demander à Louis, mais il ne viendra jamais nous rejoindre. Louis, viens, Louis. Oui, non, viens mais je t'ai Louis. nommé. Viens, Oui, ça va. viens, Louis. Oui, oui, Enlève oui. tes écouteurs. Oui. Parce que Louis Grenier, ce que les gens ne savent pas, c'est que c'est le guitariste. Grenier? Louis, c'est le guitariste. Louis Bastien, exactement, le bassiste de bord. Louis est le bassiste de Lulu Hughes Et de Rick. Hughes. Alors, j'aimerais ça que tu me joues une petite chanson parce que les Pats ont perdu en fin de semaine. Les pattes sont perdues. Alors, ça vaut une chanson je peux-tu pendant m'en qu'on aller, va moi? faire notre introduction. Alors, non, mais qu'est-ce qu'on pourrait jouer, là? Moi, je suis pas un... Non, mais tu sais, un petit... Fais-nous un petit beat pendant qu'on fait l'intro. Exactement. Alors, les Pats sont perdus, François. Oui, oui, absolument. Louis Bastien, quel homme. Ah oui, on aime ça. J'aime ça. Alors, une belle défaite des Pats qui se sont fait carrément planter en fin de semaine. Je sais que les Dolphins ont perdu également. Je vais le dire avant que tu me le dises, mais quoi qu'il en soit, je suis tellement content Ouais, tu peux que amener les Louis un peu Pats plus vers se nous, soient là, si on veut voir comme il se faut à soient l'écran. fait lessiver. finale. Ah oui, petite finale. Voilà. Merci. On aime Le ça, mot on de la aime ça. fin. Merci beaucoup, Louis Bastien, Merci, Louis. bassiste de Lulu et Rick Hughes. Alors, voilà, plus de talent que moi. Je vais garder le ukulélé quand même, parce que j'ai vraiment envie de jouer, même si je suis vraiment Vas-y quand même. très mauvais. Mais défaite des Pats. J'ai envie de te le dire pendant 3 peux minutes. t'arrêter, hein? Défaite des Pats, défaite des Pats, défaite des Pats. On a une émission vraiment spéciale aujourd'hui, un spécial géant, Alex. Exactement. On va y revenir tantôt, parce que les Géants ont eu une saison extraordinaire, il faut On se le va parler dire. des Pats. On va parler des Pats. Non. As-tu écouté le match entre le Rouge et Or et les Carabins en fin de J'étais à semaine? Drummondville en train d'animer un colloque, Alex, mais durant mes pauses, j'allais à ma chambre et je voyais les gens sur le terrain en train de pelleter les lignes. Ça n'avait pas de l'air facile. Écoute, moi, c'est sûr et certain, tu sais, je vais le dire dans l'entrevue tantôt avec Alex et Christophe Beaulieu. À un moment donné, je dis en blague à Alex, tu sais, il n'y a rien pour lui, il prend pour les Pats, c'est un Rouge et Or. Ouais. Moi, à partir de la semaine, moi, je suis le même dans le football universitaire. Je retombe Rouge et Or à partir de la semaine prochaine, Absolument. on va se le dire. Mais j'étais carabin pour le match entre le Rouge On et aime Or et beaucoup les Dimitri Bleus. Morin aussi, on se le Parce cachera qu'il y pas. avait Dimitri Morin qu'on a Ouais. reçu ici à l'émission à Sport Express. Mais c'était tellement mauvais comme temps du côté de Québec. Il neigeait. C'était tout de même à Drummond aussi? Non, c'était pas comme ça. Puis tu as vu ce qu'ils ont fait à Québec, hein? Il a fallu qu'ils demandent à des gens, voulez-vous être bénévole pour le Ouais. match? Vous allez être sur les lignes de côté. Mais les gens devaient aller pelleter, puis je pense qu'ils l'ont pas tout trouvé drôle, celle-là. Non, c'est ça. Et puis, je vais te dire, là, même qu'à la fin, à un moment donné, les Carabins reprennent possession du ballon. Ils font un botté court. Et un botté court doit dépasser 10 verges. Et il était fait à la perfection. Ouais. Mais le ballon est revenu tellement qu'il y avait ouais. du vent. Alors, les Carabins, malheureusement, ont raté le jeu truqué, mais Ouais. il était réussi à la perfection. Tout à fait. Et le vent est tout venu gâcher. Absolument. Quoi qu'il en soit, le Rouge et Or est là. À partir de la semaine prochaine, Go ben, Laval, go. Go Laval, go. Ah ouais. Je suis plate demain. Alors, je vais reprendre mon ukulélé parce que Alex Surprenant sera notre invité, de même que le demi-défensif des Géants, Christophe Beaulieu. Donc, comme Alex et toi êtes des partisans des Pats, je reprends pour vous dire à quel point les Pats ont perdu en fin de semaine. Mais les gens vont réaliser que c'est une belle entrevue. On découvre quelqu'un de fort Oui, extraordinaire. aussi, mais les Géants ont quand même eu une bonne saison, donc On ça, pourrait jouer, ça mériterait une toune festive. Le problème, c'est que je ne sais pas jouer. Ah. Tu sais, j'aimerais ça te dire que... On va ramener Louis. Non, on ne ramènera pas Louis, mais quand même, c'est vrai que les Géants ont une belle saison. Les Géants étaient dans le match en fin de semaine. Absolument. Alex a fait un travail colossal. Et quand j'ai dit qu'on va découvrir quelqu'un, quel jeune homme sympathique et fort intéressant, Christophe Beaulieu. La main dans le plat, Christophe Beaulieu, oui. En plus, et Treb qui va lui dire, t'as pas joué, j'imagine? Et il a joué. Il a joué avec la main dans le plat, donc deuxième année avec les Géants, capitaine des Géants. Je pense qu'il y a un beau futur également, Voilà. donc belle Faut entrevue. arrêter. Alors, on va aller Ouais. tout de suite à l'entrevue pendant que je vous rappelle que les Pats sont perdus. Donc, au retour, entrevue avec Christophe Beaulieu et Alex Surprenant. Ouais. Les pattes sont perdues. Les Pats Ouais. sont Les perdus. Dolphins aussi. Ben, c'est pas grave, ça. Les Pats sont perdus. François, comme la majorité des gens le savent, la saison des Géants du Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu s'est malheureusement terminée en fin de semaine. On parle de football Division 1 et on va faire un petit survol de la saison. On va décanter tout ça avec l'entraîneur en chef des Géants, l'habitué, Alex Surprenant. Salut, Alex. Bonjour, monsieur. Et un demi-défensif. Écoute, tu es comment plus grand que nous autres? Demi-défensif, Christophe Beaulieu. Salut, Christophe. Salut. Et tu nous disais, donc, capitaine également? Effectivement. On va revenir plus sur lui en deuxième partie de l'émission, mais ça n'a pas été trop difficile de nommer capitaine. C'est venu comme ça? Ben écoute, Christophe, lorsqu'il sortait de l'école secondaire, c'était un des meilleurs joueurs à sa position dans toute la province. Fait que, tu sais, pour nous, l'année passée, c'était
un gars à sa saison recrue qui a été partant dès le premier jour. C'est un gars qui a une bonne éthique de travail, qui a beaucoup de talent, qui est discipliné. Fait que, ça venait de soi. Je pense que dans l'unité de demi-défensif, il se démarquait par ces qualités-là. Donc, choix facile pour nous. C'est jamais le fun de perdre, on s'entend, mais quand tu perds un match de demi-finale, sachant que tu peux t'en aller au bol d'or la semaine ou les semaines suivantes, comment tu as pris ça? Bien, c'est ça. C'est un mélange d'émotions parce que c'est sûr qu'à court terme, c'est frustrant, c'est décevant. On n'a pas connu notre meilleur match. Fait que, c'est sûr que c'était pas nécessairement le bon temps pour avoir ce type de match-là. Puis on se le cachera pas, là, on jouait contre toute une machine de football avec des joueurs exceptionnels du côté d'André Grasset. Donc je pense que le mérite leur revient, mais néanmoins, si on regarde la saison vraiment dans sa pleine largeur, notre audacieux objectif qu'on s'était donné, c'était de finir top 4. Ouais. On est demi-finaliste, donc on peut checker ça. On a réussi à progresser en tant qu'organisation. La meilleure saison dans l'histoire du programme en Division 1. On a fait une victoire aussi en quart de finale en Division 1, la première également dans l'histoire de l'organisation. Donc, pour les joueurs, je pense qu'ils peuvent être très fiers de ce qu'ils ont fait. Mais parle-nous un peu du match, Alex, là, demi-finale. Vous n'avez pas été déclassé. Là. Vous avez été dans le match jusqu'à la fin. Ça n'a pas été une dégelée. Là. Absolument. 31-21. Puis là, pour les gens qui étaient peut-être pas au courant ou ailleurs qu'au Québec, samedi, ils vantaient pas à peu près. On parle de vent au-dessus de 40 km/h, des rafales au-dessus de 60. Pour jouer au football, ça change la donne de façon assez drastique. En revenant de la demi, on perdait 17-14. On avait le vent dans le dos au troisième quart, puis c'est là où on n'a pas été efficace. Donc, on n'a pas réussi à marquer de points au troisième quart. On a fini le vent en face, plus au quatrième quart. Ça a été difficile à partir de ce moment-là. On a quand même néanmoins revenu en fin de match. Malheureusement, raté un bot écho, puis on a même eu l'opportunité de marquer dans la dernière minute, puis il y a eu une interception près de la zone début de Grasset. Qu'est-ce qu'on dit à ces troupes, Alex, quand on tire de l'arrière seulement par 3 points à la demi en demi-finale? Bien, tu sais qu'on perdait par 3, puis je voyais déjà qu'on n'avait pas nécessairement notre meilleur match. Ouais. On avait un peu de difficulté à courir le ballon, ce qui a été quand même notre force la majorité de la saison. On a eu un peu de difficulté à arrêter le jeu au sol du côté de Grasset également, puis ça n'a pas été nécessairement l'image que notre défensive a eue durant l'année. Fait qu'il fallait un peu qu'on réussisse à resserrer ça, puis ça s'est malheureusement pas nécessairement fait. Donc, des fois, c'est une question de détail, quelques jeux qui font la différence. Là. Moi, samedi, j'écoutais ton ancienne équipe, le Rouge et Or. Je suivais vos résultats via... Là aussi, il faisait pas beau. Hein? Exactement. Ton frère a joué pour le Rouge et Or également? Non? Western. Western. Il a battu le Rouge et Or l'année passée. J'aime ça. Écoute, comment, comme joueur, comme entraîneur, tu sais, tu as un plan de match, vous pratiquez toute la semaine. Tu arrives dans des conditions, tu l'as dit, là, à Laval, il neigeait, ça finit 10-1. Étant donné que ça n'a pas été un très beau match de foot, Ouais. là. Vous autres, ils vantaient. Ça vient-tu changer le plan de match complètement? Bien, totalement. Puis c'est là qu'après ça, la gestion du ballon, puis le classique, le positionnement de terrain du ballon devient vraiment essentiel. Ce qu'on avait très, très bien fait contre Vanier la semaine précédente dans des conditions épouvantables, vent plus pluie. Puis on avait vraiment dominé à cet endroit-là. Là, ça a moins été le cas. Fait que c'est sûr que ça change le plan de match. C'est comme entraîneur, s'ils ventent de face ou de côté, tu peux pas vraiment lancer le ballon partout sur le terrain. Donc, la stratégie est affectée directement aussi. Donc, il y a plein de choses à penser à ce niveau-là. Mais ça avait bien été la semaine dernière, ça a moins bien été samedi. C'est des choses qui arrivent. Comment tu l'as vécu, toi, Christophe, ce match-là de demi-finale en tant que joueur? Puis en plus, on voit que tu as la main dans le plâtre. En plus, ça n'a pas été évident de jouer comme ça? Là? En fait, c'était plutôt bien. Je m'habituais vite. Mais c'est sûr qu'il fallait qu'on sache qu'il était où le vent, là, parce que sinon, si la balle elle se projette pas mal plus loin quand le vent est dans leur dos. Ouais. Ton frère a joué à Western. Tu joues présentement à Saint-Jean. Ouais. As-tu l'intention de t'exiler dans l'Ouest aussi ou tu veux rester dans l'Est? J'ai encore un petit bout. Là, c'est sûr que Western, ça m'intéresse. C'est une belle école. C'est une très bonne équipe de football, mais c'est le futur qu'il va voir. Là. Western, on le voit souvent, là, affronter le Rouge et Or. Tout ça. Est-ce que c'est un peu l'équivalent du Rouge et Or? Absolument. Ouais. Je pense que c'est Greg Marshall, qui est un ancien entraîneur de la CFL, qui est là depuis quelques années. Il était là quand moi j'ai joué contre eux en 2008 aussi, fait que ça fait un petit bout qu'il est là. C'est un bon programme. Je pense qu'en Ontario, il domine depuis quelques années. Donc, ouais, c'est une belle comparaison à faire. Alex, revenons aux séries éliminatoires. Vous avez remporté encore de finale. Comment on a préparé les joueurs en fin de saison, justement, pour ces séries éliminatoires-là? Là? Bien, j'étais content
la victoire contre Vanier, parce que je ne considérais pas qu'on avait eu une grande fin de saison. Il y a eu le match à Lennoxville qui a été difficile en revenant du bye week. Victoire contre Limoilou, où, à mon avis, on n'a pas joué un bon match malgré le fait qu'on a gagné. Puis à Garneau, on a perdu par 3 points, mais ça aussi, ça avait été un match avec quelques erreurs. Je trouve que les troupes, puis c'est là que le leadership a embarqué. On s'est mis en mode série, puis les gars ont été vraiment solides dans le quart de finale. Donc, tu es quand même satisfait du fait qu'on ait rebondi, parce qu'on avait une belle séquence de 4 victoires pendant la saison, où là, soudainement, la confiance de tout le monde est revenue. Mais non, on a quand même bien traité ça, bien géré ça, les séries. Maintenant, c'est le bol d'or qui s'en vient. Après ça, tu me disais, on repart déjà pour le recrutement. Il n'y a pas d'arrêt, ça repart direct. Non, dites-le pas à ma conjointe, s'il vous plaît. Non, mais c'est ça, exact. Parce que donc, c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, là, ta femme doit être contente. Il dit, ouais, pas de temps, parce que là, je repars le recrutement. C'est la deuxième année qu'on est dans ce nouveau mode-là, les nouveaux règlements de recrutement du RSEQ. Donc, il n'y a aucun contact direct qui peut être fait avec un étudiant. Le fameux beau règlement. Avant le 19 novembre. Donc, dès lundi 19 novembre, les portes sont ouvertes pour communiquer avec ces jeunes-là. Donc, à partir de ce moment-là, on va les inviter à venir faire des visites officielles au cégep où on va montrer en long et en large comment le programme fonctionne. Le problème un peu avec ces règles-là, c'est que ça comprime un peu la période, dans le sens qu'elle se termine le 20 décembre, parce qu'il y a une trêve de 2 semaines aussi pendant les fêtes, ce qui est bien correct pour tout le monde. Fait que ça me dit 19 novembre au 20 décembre, là, on parle de 30, 32, peut-être 32, 33 jours maximum. Pour l'année passée, je pense que j'ai vu une centaine d'athlètes dans cette période-là. Donc, c'est quasiment à tous les soirs, les fins de semaine, on rencontre des familles. Salue encore plus ta conjointe. C'est ça ressemble à ça. Mais bon, puis l'autre problème aussi maintenant qui est relié à ça, c'est que les jeunes sont de plus en plus pressés. Avant, de faire leur choix. Ouais, il y a 10-15 ans, tu voyais des jeunes qui attendaient février, mars. On sait que l'inscription au cégep, c'est le 1er mars, le premier tour. Fait que théoriquement, avant le 1er mars, il n'y a aucune presse. Mais bon, tu as des jeunes qui sont quand même extrêmement pressés de décider avant Noël. Il y en a une majorité qui vont décider même avant Noël, alors qu'autrefois, c'était vraiment pas le cas. Ça allait bien, Division 2. Vous êtes arrivé Division 1, c'était un petit peu plus difficile. Tu disais que tu visais top 4, c'est fait. Ouais. Vous avez des installations extraordinaires. On parlait tantôt hors d'onde que vous avez eu une moyenne d'assistance de 1200 spectateurs, qui est by far meilleur dans la Ligue Division 1. Tu viens de la Rive-Nord de Montréal. Tu peux peut-être nous en parler, mais ça, là, maintenant, est-ce que tu trouves que tu es rendu avec le gros bout du bâton? Parce que ce qui manquait peut-être, c'est les victoires ou d'aller loin en éliminatoires. C'est fait maintenant? Bien, c'est sûr que quand on est passé de la D2 à la D1, on avait la réputation d'être des gagnants parce qu'on venait de gagner les 2 derniers bols d'or en Division 2. Fait que ça l'avait aidé. Bon, le creux de vague de l'an dernier nous a peut-être ralenti un peu, mais en même temps, on a eu quand même des joueurs recrues de qualité cette année qui se sont greffés, qui ont été des partants tout de suite sur le terrain. Mais là, c'est sûr que là, j'ai espoir qu'avec tout ce que vous venez de dire, c'est vrai, puis avec la qualité du personnel d'entraîneur qu'on a, le soutien de la communauté, j'ai espoir que le recrutement 2019 soit le meilleur de l'histoire du programme, qu'on soit capable de devenir vraiment là, un contender là, pour le titre à chaque année. Là. Ça fait 2 ans que tu es ici, c'était ta deuxième année. Comment tu trouves ça, jouer à Saint-Jean? Bien, je trouve ça vraiment cool dans le sens que, tu sais, on voit que la communauté est en l'air de nous, comme Alex a dit. Tout le monde nous supporte. Là. On voit beaucoup de posters de nous aussi dans la ville, ça, je trouve ça cool. Ouais. On va s'arrêter tout de suite parce qu'au retour, je veux qu'on parle un petit peu plus de ton pedigree en tant que joueur de foot, parce que je trouve ça le fun que des gars de la Rive-Nord viennent nous voir sur la Rive-Sud, ici à Saint-Jean-sur-Richelieu, parce que ça prouve que le programme est connu un peu partout au Québec. Les ponts sont des obstacles. Oui, c'est ça, exactement. Oui, c'est ça. Puis vous avez un beau pattern aussi. Il couche dans le sous-sol. En fait, il y a un des assistants qui a fait quelques appartements pour quelques joueurs. Je trouve ça bien cool, le concept. Donc, on s'arrête et on poursuit le bilan de saison 2018 des Géants au retour. Nous sommes de retour en Sport Express et on poursuit ce spécial 100% géant avec l'entraîneur en chef Alex Surprenant et son demi-défensif Christophe Beaulieu. Christophe, ça a commencé comment? Parce qu'on l'a dit tantôt, là, ton frère joue dans la Ligue canadienne de football avec les Eskimos d'Edmonton, qui ont connu une saison un peu à l'image des Alouettes. Là, ça n'a pas été la meilleure, dernier dans l'Ouest. Mais tu viens d'une famille de footballeurs. Ça a toujours été dans votre sang, ça, dans votre famille? Exactement. Oui, j'ai commencé à tout jeune âge. Dans le fond, je voyais mon frère jouer au football, puis je voyais sa passion. Il m'a transmis sa passion, puis là,
j'ai vraiment tombé en amour avec le sport là, à tout jeune âge. Ouais. Parlons un petit peu comment ça a commencé. Tu as gravi les échelons, tu as joué tout au long de ton parcours scolaire. Parlons un peu de ton parcours avant de te retrouver au cégep de Saint-Jean. En fait, moi, je jouais pas scolaire parce que j'étais à l'école anglaise. Donc, puis notre programme de football là-bas était pas vraiment bon. Fait que là, j'ai décidé d'aller jouer pour ma ville. OK. Puis, c'était Wildcats de l'entrée de la nature. Fait que j'ai joué j'ai joué une année pour Rosemary School. Ça, c'était juvénile pour école. Okay. Le restant, j'étais pour Wildcats. OK. Ouais. On en parle beaucoup, le football civil, le football scolaire. En plus, il vient d'un programme anglophone. Comment ça a été son intégration au cégep? Bien, c'est pas le premier. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans les années, les frères Dupré, notamment, qui sortaient d'un high school anglophone dans la région de Gatineau. Donc, il y en a qui ont fait le chemin avant. C'est sûr que quand on recrute, évidemment, ça fait partie des discussions qu'on va avoir. Mais on a quand même du support dans le cégep pour aider ces étudiants-là. Les profs sont conciliants par rapport à ça. Puis nous, ce qu'on y vendait à l'époque comme idée, c'était qu'ils puissent sortir du cégep en étant vraiment efficaces dans les deux langues. C'est correct de les parler parce qu'ils parlent déjà bien, mais de l'écrire, puis on le sait que notre langue n'est pas facile. Donc, je trouve que ça peut lui donner un edge là, pour sa future carrière, peu importe dans quel domaine ce sera. Qu'est-ce que tu as trouvé chez Christophe qui se démarquait des autres quand tu as voulu aller le chercher? Bien, on voit la grandeur, hein, demi-défensif là, de 6 pieds 2. Je veux dire, je les aurais pris ces quelques pouces-là quand moi je jouais, c'est certain. Gars athlétique, rapide, physique, aussi un demi-défensif qui n'a pas peur de se saler le nez et de plaquer. Un gars qui a un bon instinct pour le ballon, des choses, tu as un instinct pour le ballon, c'est pas nécessairement quelque chose que tu vas pouvoir coacher tant que ça. Donc, c'est plus je dirais dans les derniers mois, je pense qu'il est en train de devenir aussi un bon, ce que j'appelle un bon student of the game. Là, un gars qui est capable d'étudier l'adversaire de mieux en mieux, parce que les qualités athlétiques, c'est une chose. Après ça, quand tu deviens un joueur intelligent, capable de reconnaître un peu les situations et de savoir ce qui s'en vient, bien là, tu deviens très, très bon. Puis on est en train d'avoir un beau développement du côté de Christophe. On a entendu coach Alex tantôt parler que pour lui, tu étais peut-être le meilleur au Québec quand ils t'ont recruté. J'imagine qu'il n'y avait pas juste le cégep de Saint-Jean qui te voulait. Qu'est-ce qui a fait que tu as choisi Saint-Jean? En fait, j'hésitais entre les Cougars de Lennoxville puis ici. Puis j'ai vraiment choisi ici, je me sentais vraiment à ma place. Je suis arrivé, j'ai fait une pratique ici, j'ai fait une visite. Puis les gars, je les sentais vraiment amical. C'était une belle famille, il y avait une belle chimie. Puis ça m'a vraiment fait choisir ici. Moi, je vais revenir sur les études. J'allais demander à Alex, comment toi, tu as trouvé ça, cette transition-là? Parce que nous autres, on tape sur le clou, on est content que le sport soit dans les écoles. Moi, mes filles sont dans le réseau anglophone, on ne le dira pas trop fort, là, mais sauf que par contre, il y a une grande place pour le français également. Comment ça a été, toi, cette adaptation-là? En fait, au début, je trouvais ça un peu difficile, mais c'est comme tout, il faut que tu pratiques, Puis comme il a dit, on est vraiment un bon entourage au cégep. Il y a les outils, mais il faut que je les utilise. C'est vraiment ça, là. C'est le classique souvent qu'on voit, puis les intentions de tous les étudiants souvent qui rentrent chez nous sont souvent bonnes, mais comment travailler de façon efficace pour devenir un bon étudiant? Autant Christophe que la majorité des gars qu'on a ont un peu discuté avec ça, comment gérer leur temps, parce que contrairement à l'école secondaire, c'est toi un peu qui bâtis ton horaire. Oui, tu as des cours, mais tu as beaucoup de temps de pause. Comment tu gères ça? Il y a des centres d'aide en français, il y a des outils pour les allophones, ces choses-là. Est-ce que tu vas avoir, tu vas prendre l'initiative d'y aller? Donc, ces choses-là, c'est ça qui peut faire la différence. Puis maintenant, ils commencent à le gérer de mieux en mieux. Parle-nous donc un petit peu des installations ici au stade Alphonse-Desjardins. Tu as joué partout dans la Ligue, tu as vu les amphithéâtres un peu partout. On est choyé ici, on est gâtés à Saint-Jean. Absolument. J'aime vraiment. C'est sûr qu'on a vraiment des belles installations. Notre stade, il est parfait. Là, on a des gros stades puis on a beaucoup de partisans. Fait que ça, c'est sûr, c'est toujours motivant pour les joueurs aussi, jouer devant des salles cônes comme ça. Oui, vraiment. Blessure, la saison est terminée. Ouais. Comment tu prévois les prochains mois? Est-ce que tu vas recommencer l'entraînement tout de suite ou tu vas te prendre un... Ça, c'est sûr. C'est la deuxième partie de la saison. En fait, pour moi, c'est la partie la plus importante. C'est l'off-season, puis s'entraîner pour donner le meilleur. Puis les prochains, ça va chercher le bol d'or. Juste compléter sur le même sujet, parce que j'aimerais ça avoir son poids aussi. Là. Il est grand, il est mince, un peu comme toi. Mais est-ce que tu lui conseillerais de prendre un peu de masse ou à la position dans laquelle il joue, c'est correct comme ça? Bien, ça va se faire naturellement. À l'âge qu'il a, de toute façon, là, avec la préparation physique qu'on fait, puis c'est un gars sérieux, ça va se faire naturellement. Avec, oui, il va prendre du poids, puis oui, il faut qu'il en prenne parce qu'il est long, il faut qu'il remplisse ce frame-là. Mais ça va se faire. Y a pas, le programme ne sera pas nécessairement différent pour lui que pour un autre parce qu'ils sont souvent un peu à la même étape.
Parlons-en, Alex, justement, du programme d'entraînement, parce que ces gars-là, la saison est finie, mais ils ne tombent pas en vacances. Qu'est-ce qu'ils ont à faire? Là, il va y avoir une courte période de repos quand même, là, je pense une semaine ou deux. Puis, encore là, je dis ça, on n'a pas fait de bilan d'équipe, on n'a pas eu de meeting là, au moment où on se parle. Même avec mon préparateur physique, on n'a pas discuté de ça, mais généralement, on a une pause d'à peu près 2 semaines. Puis après ça va recommencer. À volume légèrement réduit par rapport à ce qu'on fait vraiment quand ça roule à son maximum jusqu'aux fêtes. Puis après les fêtes, là, on va retomber vraiment à partir de janvier à 4 muscu par semaine, 2 courses par semaine. Donc là, c'est quand même 6 fois semaine. Et ce, pendant la totalité de la saison morte jusqu'à temps qu'on recommence au mois d'août. Fait que notre saison est peut-être courte par rapport à d'autres sports, mais au niveau de la préparation physique, il n'y a pas beaucoup d'autres sports qui en font autant que nous autres on en fait. Tu n'as pas pu regarder le match en fin de semaine entre le Rouge et Or et les Carabins de l'Université de Montréal, mais tu avais un ancien protégé qui était au poste de classe. Première grande visibilité, on va se le dire. C'était la première fois qu'il était dans un match aussi important. Spot, hein? Exactement. La température n'a pas été du côté de personne. Mais ça doit être gratifiant de voir qu'un kid que tu as pris Division 2, qui est maintenant avec les Carabins dans une des plus grosses universités au Canada, ça a dû te faire un velours. Hein? Absolument, parce que quand, ça, les jeunes l'oublient souvent, là, quand on a recruté Dimitri Morin, personne ne savait au Québec c'était qui. Là. Personne. Il y avait le cégep de Saint-Jean qui l'a recruté. Il s'est auto-recruté au cégep de Vanier. Il a fini par venir à Saint-Jean. Puis après ça, la courbe de progression a été phénoménale. Ça revient son mérite. Il y avait beaucoup à lui, beaucoup à Charles Saint-Martin, qui est notre entraîneur de carrière aussi, qui fait un travail colossal avec les QB. Puis c'est sûr que là, avec les statistiques qu'il avait réussi à faire en sa deuxième année en Division 2 notamment, 3500 verges, 43 passes de toucher. Puis après ça, en Division 1, il a été MVP de la Ligue à sa dernière saison collégiale. Donc tout le monde, à partir de ça, savait c'était qui Dimitri Morin, puis tout le monde l'a recruté aussi. Puis là, je suis pas vraiment surpris parce que c'était ça le plan qui était dessiné pour lui par les Carabins. Bon, là, c'est sûr qu'il doit être déçu d'avoir perdu sa coupe sa première tentative à la Coupe Dunsmore, mais pour un carrière, je suis commentateur offensif, là, on est exigeant envers nos carrières, mais jouer dans ces conditions-là, honnêtement, avec le vent, la neige, ces affaires-là, c'est extrêmement difficile. Je pense que statistiquement, ça a été quand même un bon match dans l'ensemble pour lui. Fait on est bien fiers de ça. Tu sais, Alex, il n'y a rien pour lui parce que c'est un Pats, c'est un Rouge et Or, mais... Comment tu trouves ça, toi aussi, de voir que, tu sais, Luc Brodeur-Jourdain, c'est un gars qui a joué pour les Géants Division 2 à l'époque, de voir que des gars qui ont évolué pour les Géants, qui vont jouer universitaire, qui vont dans la Ligue canadienne, tu as trouvé ça cool aussi. Pour vous autres, les joueurs, de voir que vous êtes dans un programme qui va vous permettre d'avancer. Non, c'est sûr, c'est motivant. On voit des gros vets qui s'en vont là, puis ils font leur place dans les professionnels. C'est vraiment cool pour eux. Simon Charbonneau-Campos, qui était là pendant 5 ans, Samuel Fournier, Alexandre Gagné, qui est là en ce moment en Saskatchewan. Donc, il y en a quand même quelques-uns. Comment tu vois la suite pour toi? Je sais qu'il te reste, oui, tu vas jouer collégial encore, mais ton frère joue dans la Ligue canadienne. Est-ce que c'est un but que tu aimerais atteindre en tant qu'athlète? C'est sûr que oui. C'est sûr que j'aimerais vraiment me rendre là. Puis, je sais que, en voyant mon frère, j'ai vu tous les efforts qu'il a mis là-dedans. Puis, ça me donne le goût aussi de le faire. C'est sûr que c'est vraiment motivant aussi. Puis... Discipline. Exact. Comment tu as géré ça à la fin de l'année? Parce qu'on en parlait hors d'onde tantôt. Toi, tu as des vétérans qui partent, mais que c'est terminé. C'est pas tout le monde, malheureusement, qui va être appelé à aller dans les universités. C'est pas tout le monde qui a les notes. C'est pas tout le monde, on va se le dire, là, qui va aller à l'université tout simplement. Puis tu en as d'autres qui, eux autres, poussent. Comment tu gères ça? C'est pas tout le temps évident, j'imagine? C'est sûr qu'un peu, c'est la transmission des pouvoirs, dans le sens que là, nos troisième années qui quittent, là, il y en a qui ont un choix d'université à faire très bientôt parce qu'ils rentrent en janvier, d'autres qui ont un peu plus de temps. Ces gars-là vont rester avec nous quand même dans le cadre de la préparation physique et ces choses-là. Puis, moi, je travaille avec un comité de leadership. On a à peu près entre 15 et 20 joueurs qui en font partie, donc le noyau vraiment de l'équipe de vétérans. Donc, on va l'ajuster aussi de 2018 à 2019, ça va changer. Christophe en fait déjà partie. Puis là, on va un peu resetter les bases et les objectifs pour la saison 2019 ensemble, s'assurer que le suivi des joueurs se fasse aussi, que les gars se motivent. C'est pas tout le monde qui aime ça. Lui aime ça, là, mais pas tout le monde qui aime ça, aller lever les poids, puis courir, puis s'assurer que les gars se restent sharp. Puis c'est facile de bien commencer en janvier, mais rendu au mois de mars-avril, ça te tente peut-être un peu moins. Donc, c'est toutes des choses qu'on va travailler. En terminant, quand tu sais que tu as des joueurs peut-être comme Christophe qui ont peut-être des chances de se rendre un peu plus loin, tu en as dans ton équipe présentement, tu en as eu également. On pense à Dimitri, justement, Belfroy, il y en a beaucoup des géants. En tant que coach, est-ce qu'on leur en donne un peu plus? Est-ce qu'on leur pousse? Je suis beaucoup plus sévère. Beaucoup plus exigeant, beaucoup plus sévère avec ces gars-là. Ouais. On va leur en demander plus. Puis je me souviens, puis Chris va être assez pour l'admettre, la semaine 1, il n'y a pas eu un bon match contre le Vieux-Montréal. Il a fait des gaffes. Christopher Cyril aussi, comme demi de coin. Les demi-défensifs,
performance quand même difficile. Puis c'est une unité de vétérans. Puis le message a été passé. Puis plus tu es bon, ben, plus on va t'en demander. Évidemment, carrière, c'est une position où on va en demander toujours beaucoup. Donc oui, parce que tu gagnes avec tes meilleurs joueurs. Mon ancien entraîneur, Glenn, disait souvent, tu ne gagnes pas avec des recrues. Tu veux que des recrues comblent certains trous dans ton alignement, mais c'est théoriquement pas que ces gars-là que tu devrais gagner. C'est avec tes vétérans. C'est un peu ce que Charles-Antoine Sinat a dit par rapport au Carabin. Exact. D'imiter malheureusement au poste de carrière, on ne gagne pas qu'un carrière. Non, mais il y avait besoin aussi d'avoir cette espèce d'exposure-là, puis l'an prochain va être encore meilleur. Puis, je vais juste compléter. Tu sais, il y en a qui quittent, puis tu parlais de la deuxième saison qui part, puis c'est tellement vrai, l'entraînement est tellement important. Est-ce que tu vas prendre 2-3 joueurs pour leur dire, by the way, il y a des vétérans qui sont partis, puis c'est toi que je veux là l'année prochaine, fait absolument, absolument. Oui, il y a des gars qui vont éventuellement être nommés capitaines au cours de la saison morte pour remplacer les gars qui sont partis. Puis comme je dis, c'est vraiment une transmission de pouvoir qui se fait des troisième années aux deuxième année. Puis même quand là, on a des recrues, on a des recrues qu'on a déjà identifiés comme étant des potentiels leaders l'année prochaine. Puis ces gars-là, on va commencer à leur donner des plus grands rôles dès le mois de janvier. Alex, merci. Merci. Christophe, va soigner ta blessure. Et puis, bravo les gars pour votre bon hiver, honnêtement. Je pense que vous avez fait écarquiller. Nous, on le savait, mais là, vous venez d'écarquiller les yeux de la planète football au Québec au complet. Bon recrutement. Merci. Bon hiver, messieurs. Bon hiver. Merci. François, ça va bien pour Justine Morier? Oui, en paranatation, Alex, elle a battu pas moins de 4 records canadiens le week-end dernier à Saint-Hyacinthe. Bravo, Justine, bon travail. Et ça va bien également pour les Huskies? Oui, victoire en demi-finale de 40-12. On les retrouve en finale une 4e fois en 5 ans. Ça se passe samedi à 13h au stade Percival Molson. Allez les encourager. Et nous, on arrête ça là parce qu'on les jinx à chaque année. Fait que c'est tout. Hein? On laisse le reste aller. Parlons un peu d'efforts. Oui, jeudi 22 novembre, 19h, c'est le match pour la prévention du suicide. Marc-André Hull était venu ici en studio pour en parler. Donc, c'est un rendez-vous du côté du centre sportif Robert Lebel. Est-ce que je ressens le ukulélé? Pour le NASCAR, ça vaut la peine. Pour le NASCAR, oui, il veut pas, lui, mais le ukulélé, je le ressens parce que c'est la dernière course de la saison. Exactement. Alors, présentation dimanche dernier de la dernière course de la ronde des 8 de la Chase 2018. La Can-Am 500 sur l'Oval ISM Raceway de Phoenix. Alors, Kyle Busch a mené 117 des 312 tours de l'épreuve, a remporté la course en devançant Brad Keselowski et Kyle Larson au fil d'arrivée. Eric Almirola et Kevin Harvick ont complété le top 5. Yeah! Joe Logano, Kyle Busch, Martin Truex et Kevin Harvick complètent le top 5. Course. Finale de la série Monster Energy de NASCAR 2018. Ah ouais, ça mérite du beat, c'est la dernière. Le 18 novembre à 14h30, c'est le Ford EcoBoost 400 à Homestead, en Floride. Et voilà. Va faire beau. Ouais. Et voilà. Voilà. Merci d'avoir été là. Je suis en supplémentaire les 31 et 32 novembre prochains pour l'achat de vos billets, le 514. J'ai oublié la fin. Merci d'avoir été là, tout le monde, et à la semaine prochaine. Bye bye.